On n'en dénombre pas plus de 1400. Mais qui sont-ils vraiment? La plupart d'entre eux sont réservés et discrets. Ils vivent loin des projecteurs. Comment l'esprit humain compose-t-il avec cette richesse infinie? À quoi s'intéresse-t-on quand on possède les voitures, les bateaux et les avions les plus rapides? Plusieurs d'entre eux sont des entrepreneurs et des visionnaires dont les rêves prodigieux peuvent transformer notre univers. Tous les entrepreneurs sont des rêveurs qui anticipent l'avenir. Les gens ont peur, ils craignent l'immortalité. Sommes-nous toujours prêts à atterrir sur la Lune en 2015? 3 de ces entrepreneurs extraordinaires nous ont donné libre accès à leur quotidien et à leur vie personnelle. Nous espérons saisir ce qui les motive et ce qui en fait des êtres si particuliers. Nous espérons comprendre ce que signifie être milliardaire. Voici Naveen Jain. Bonjour, comment allez-vous? Je vais vous montrer des trucs intéressants que j'ai ici. Des objets qui viennent de l'espace. Je possède probablement la plus grande collection privée de météorites. J'en ai davantage que les musées. Ce sont des objets que j'aime partager avec tout le monde et c'est la raison pour laquelle je vous les montre. J'aime penser que les gens qui n'ont pas les moyens d'en acheter peuvent voir à quoi ils ressemblent. Je veux que les gens puissent les toucher. Je veux qu'ils ressentent la même chose que moi lorsque je les tiens dans la main. Cette très belle pièce provient de la Lune. Pensez-y, vous tenez entre vos mains un morceau de Lune. C'est absolument incroyable. Vous savez, quand un amoureux dit à sa femme « Chérie, je te donnerai la Lune », eh bien, moi je vous apporte la Lune, pensez-y. Cette météorite-ci est tombée en Californie l'année dernière. Je regardais la télévision et j'ai vu cette femme qui la tenait entre ses mains. Je l'ai appelée et j'ai réussi à la convaincre qu'il vaudrait mieux qu'elle me la vende. Ça lui a d'ailleurs permis de payer les études de ses enfants. C'est comme ça que je l'ai acquise. Voici une autre météorite. Cette pièce a d'ailleurs frappé une dame qui, bien sûr, ne s'y attendait pas du tout. La météorite a traversé la toiture de sa maison et l'a frappé à la cuisse. Ce fragment aurait beaucoup moins de valeur s'il n'avait pas heurté un être humain sur Terre. C'est absolument fascinant. Naveen semble posséder une inépuisable collection de cailloux venus de l'espace. Il estime que cette collection vaut plus de 9 millions de dollars, ce qui représente peu de choses pour un homme dont la fortune personnelle s'élève à 2,2 milliards. Voyez comme c'est beau, une roche brûlée. Mais sa fascination pour l'espace s'étend bien au-delà de sa collection de météorites. Moon Express? Allez-y. Merci. Dmitri Itskov, un jeune milliardaire russe de 32 ans, a fait fortune grâce à son empire médiatique en ligne. Aujourd'hui, c'est lui qui fait la manchette en poursuivant l'un des plus audacieux projets jamais imaginés. Merci pour ce rêve merveilleux. Merci, monsieur. J'ai lu tous les articles qui vous concernent, vous n'êtes pas fou. Vous avez une perspective formidable de l'avenir. Je crois que nous pouvons vous aider à l'atteindre. D'accord. Merci encore. Dimitri et son équipe occupent un étage complet d'un hôtel de l'Upper West Side à New York. On y met la main au dernier préparatif d'un important congrès visant à exposer son controversé projet intitulé Initiative 2045. Notre première rencontre brève avec Dimitri a lieu dans la rue. Quel est le but de ce congrès? Qu'essayez-vous d'atteindre? Il est tout à fait normal, dans tout genre d'initiative, de tenter de retenir l'attention des médias, d'attirer des investissements supplémentaires pour le développement concret du projet. Donc, de toute évidence, cette prochaine étape vise à intéresser des investisseurs, à obtenir le soutien et la collaboration des médias et des journalistes. Qui finance tout ça? Qui? Moi-même. Et combien avez-vous investi jusqu'à maintenant? 3 millions de dollars. Pour que l'essentiel de ma projection se matérialise rapidement, il me faut des investisseurs supplémentaires. Mais entre-temps, mes propres chercheurs vont de l'avant. Dimitri a été happé par la télévision et la presse écrite. Il s'efforce de convaincre le monde entier que son projet n'est pas le rêve chimérique d'un jeune homme riche et désabusé. Parlez-nous de votre projet Initiative 2045. À quoi voulez-vous en venir exactement?
Ce que nous tentons de faire, c'est d'établir les bases d'une évolution future de l'être humain. Nous voulons en quelque sorte donner aux gens la chance de vivre une seconde existence. Dimitri discute de son projet avec plaisir, mais il est beaucoup plus réservé en ce qui concerne sa vie personnelle. Vous ne parlez vraiment pas beaucoup de vous-même. C'est voulu? Il n'y a rien dans ma vie personnelle. Il ne se passe rien. Mais comment ça? Je travaille du matin au soir, je me déplace et je voyage beaucoup pour rencontrer un grand nombre de personnes. Après une longue journée d'entrevues et de réseautage, Dimitri se retire enfin dans sa modeste chambre d'hôtel. C'est le moment pour lui de renouer avec son rêve. Alors Dimitri, dites-nous un peu d'où vous est venue cette idée du projet Avatar. Cette envie très forte qui m'a poussé à concevoir le projet Initiative 2045 est née d'une crise spirituelle profonde. J'avais tout juste 25 ans. Et je me rendais compte que je n'avais pas vraiment besoin de tout ce luxe qui était à ma disposition. Je réalisais que plus je vivais, plus je consacrais du temps à faire des choses qui, finalement, à long terme, ne m'apporteront aucune satisfaction. Devenir immortel, avoir la possibilité de vivre éternellement, avoir un corps qui n'est plus limité, qui n'est plus assujetti à toutes ces contraintes biologiques, ça représente la liberté totale. C'est une idée intéressante, vous savez, et ça part d'un principe entièrement scientifique. Il n'y a là rien d'ésotérique, rien de mystique. On parle d'un avatar scientifique. Mais je le répète, la motivation derrière tout ça est complètement spirituelle. Dimitri a un plan de match très détaillé et il a créé un parti politique qui doit l'aider à atteindre son rêve. C'est un projet d'évolution de l'être humain qui s'étale sur 35 ans. Ce projet débute par la mise au point de robots ou avatars à l'allure humaine qui sont entièrement contrôlés à distance par des interfaces cerveau-ordinateur. Il espère atteindre une nouvelle étape, celle de la transplantation intégrale du cerveau pour en arriver éventuellement à la possibilité de télécharger aussi la conscience humaine. Le but ultime du projet est la mise au point d'un hologramme immortel. Mais comme la science est encore incapable de définir ce qu'est la conscience, l'idée de télécharger celle-ci dans un robot peut nous sembler assez ambitieuse. Michael Birch est un programmeur informatique qui a d'abord exercé son métier depuis sa chambre à coucher dans l'Hertfordshire, en Angleterre. Il vit maintenant son rêve à San Francisco. Vous savez, c'est assez particulier quand on se met subitement à gagner beaucoup d'argent. Ça m'a pris 3 ans avant de m'y habituer. Quand on a grandi dans un milieu plutôt modeste, aux moyens limités, et qu'on a subitement accès à la richesse, c'est un choc. Ça nécessite une adaptation. Et personne ne va vous plaindre. Il est donc impossible de partager ce malaise avec les gens. En principe, on peut dépenser notre argent comme bon nous semble, mais on est toujours conscient de l'image qu'on projette. Et ça, c'est particulièrement vrai ici, à San Francisco. Tandis qu'à Los Angeles, c'est le contraire. Quand on n'a pas d'argent, on veut donner l'impression qu'on en a beaucoup. À San Francisco, il y a parfois peu de différence entre un milliardaire et un clochard. Après avoir vendu notre entreprise, ma femme et moi, on a longuement discuté de ce qu'on voulait faire de nos vies. On voulait se consacrer à quelque chose qui pouvait nous rendre heureux. C'est formidable de pouvoir partir en vacances avec la famille, mais quand les enfants sont à l'école, je suis forcément retenu au même endroit. Et je ne peux pas passer mon temps à lire à la maison. J'ai besoin de voir des gens, d'interagir avec eux, de concevoir de nouveaux projets. En 2005, Michael et sa femme Sochi ont créé Bibo, un service de réseautage social en ligne destiné aux adolescents. À son apogée, Bibo comptait plus de 100 millions d'utilisateurs à travers le monde et surpassait Facebook et MySpace. Mais le 13 mars 2008, la vie de Michael et de Sochi a changé à jamais. Le géant Internet AOL a acquis leur site au maximum de la bulle technologique pour la somme stupéfiante de 850 millions de dollars comptants.
Michael, tu permets que Steven fasse visiter le chantier aux journalistes aujourd'hui? Oui, ça va. La chienne se sent espiègle aujourd'hui. Oui. Vous savez, on a rarement l'impression qu'on mérite de gagner autant d'argent. Par contre, même si la chance y est pour quelque chose, je pense qu'on a travaillé très fort. Bien sûr. Et on se sent responsable de cet argent. Il ne faut ni le perdre, ni le gaspiller. Notre plus belle période avec le site Bibo, c'est celle des débuts, quand nous n'étions qu'un petit groupe de personnes qui s'affairaient à programmer à longueur de journée. C'était très excitant. Mais au fur et à mesure de l'expansion de l'entreprise, il y avait de moins en moins de plaisir. Ça, c'est vrai. C'est la vie. Je me suis dit que j'avais des possibilités d'une carrière autre part. Tout à fait. Puis Bibo a eu des problèmes de croissance. On a constaté que Facebook nous battait à plat de couture. Ça a été une période assez difficile. Il nous a semblé évident qu'il fallait vendre. Et ça n'a pas été agréable non plus. Ça n'a vraiment pas été la meilleure année de ma vie. Bien sûr, il y a eu la naissance de Devon, un très grand bonheur. Mais autrement, l'argent ne nous rendait pas heureux. En vendant Bibo, comme on ne voulait pas travailler pour AOL, on s'est retrouvé sans travail du jour au lendemain avec une très grosse somme d'argent à la banque. Ça a été difficile de composer avec cette situation. À partir de là, on a beaucoup réfléchi à ce qu'on voulait faire de nos vies. Dans un centre de recherche de Mountain View en Californie, le milliardaire d'Internet Navin Jain met au point un projet qui pourrait lui rapporter une fortune de plus de 1000 milliards de dollars. Navin, heureux de te revoir, mon ami. Navin, tous les membres de l'équipe travaillent très fort. Bien sûr. À gauche, nous avons notre équipe d'ingénieurs qui s'occupe de la conception mécanique du module atterrisseur. Oui. Et à droite, une équipe se concentre sur l'avionique, sur la micro-miniaturisation du système électronique qui concerne l'alunissage. On ne peut pas alunir sans logiciel. Bien sûr. Ici, il y a l'équipe responsable du contrôle de la navigation qui met au point ces logiciels. Nous allons nous poser sur la Lune dans cette région-ci, un peu en dessous de l'équateur, tout près de l'endroit où s'est posé Apollo 11. Pourquoi choisir cet endroit? Eh bien, tout d'abord, l'endroit est situé sur la face visible de la Lune, donc il est facilement accessible depuis la Terre, tandis que la face cachée de la Lune est constituée de plaines de lave. Il n'y a pas de montagnes. Il n'y a pas si longtemps, l'Union soviétique et les États-Unis étaient engagés dans une course effrénée vers la Lune. Aujourd'hui, Bob et Navin ont conçu le projet d'extraire des métaux précieux de sa surface. Sommes-nous toujours prêts à atterrir sur la Lune en 2015? Absolument, Navin. Au départ, nous avions estimé que cette mission nous coûterait environ 100 millions de dollars. Est-ce qu'on peut espérer diminuer les coûts à 50 ou 60 millions? Peut-être moins. Vraiment? La première mission nous coûtera moins de 50 millions et les suivantes moins de 40. Si on peut aller sur la Lune pour 50 millions de dollars, que les coûts par la suite baissent à 20 millions, et qu'on ramène de là-bas des minéraux qui valent 500 milliards, je pense qu'on pourra dire que c'est une bonne affaire. Quelqu'un va créer dans l'espace une industrie qui va générer des milliers de milliards. J'espère que ce sera nous. Si vous parlez de vos projets aux gens et qu'ils ne vous traitent pas de cinglé, c'est que vos rêves sont trop petits. Dans une réception, quand on me demande ce que je fais et que je réponds de l'exploitation minière sur la Lune, on me prend pour un fou. Mes rêves sont gigantesques. Vous faites quoi? Une application pour l'iPhone? Aujourd'hui, c'est la première journée du congrès 2045 de Dimitri. Ses invités sont des gens ouverts d'esprit et triés sur le volet. Des neuroscientifiques, des dirigeants religieux, des philosophes et des futuristes. Il les a réunis pour leur parler de son concept d'ère nouvelle pour le genre humain. Dans ce monde de l'avenir, il n'y aura pas de maladie, pas de mort, pas de faim et plus jamais de guerre. Cependant, on ne veut quand même pas ressembler à des cyborgs sortis tout droit de Star Trek. Nous ne voulons pas non plus gâcher l'aspect de notre corps biologique naturel. Nous souhaitons plutôt que cette technologie mette fin à la souffrance et à la mort. Merci. À quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant? Je voulais devenir astronaute. Est-ce que le film Avatar vous a inspiré? Non. Dans votre discours, vous avez évoqué une expérience spirituelle qui a motivé votre démarche. De quoi s'agit-il? Vous savez, la spiritualité se développe en nous progressivement.
La plupart du temps, elle naît d'une insatisfaction face à notre façon de vivre. La pertinence du projet 2045 est reliée à l'évolution des changements technologiques. Si on continue d'évoluer à ce rythme, je dirais que nous allons nous en approcher sérieusement. Tout est possible, mais il faut se demander si c'est utile. Je pense que l'humain ne devrait pas se définir à partir de sa constitution génétique. Certaines personnes voudraient peut-être devenir des androïdes. Y a-t-il des éléments de ces conférences que vous n'approuvez pas? Les idées qui ne sont pas pertinentes ou qui n'évoluent pas seront éliminées du projet. On a parfois l'impression qu'il faut être fou pour avoir de telles idées. C'est de la créativité, pas de la folie. C'est une sorte de force créatrice intérieure. Une pulsion qui pourrait vraiment changer ce monde. Ce n'est pas de la folie. Le travail de Dimitri ne se limite pas à la théorie et à la discussion. Il investit des millions de dollars pour atteindre une première étape dans l'élaboration de son projet Avatar. En 2012, à la télévision russe, il a présenté un prototype d'androïde à sa propre effigie. Полностью функциональной копии человека, а к середине столетия обещают сделать оцифровку человеческой души, чтобы переселяться в андроида. Étonnamment, Dimitri n'en était pas satisfait. Il a donc sollicité David Hansen, un concepteur de premier plan d'androïdes réalistes. Il lui a commandé une tête plus ressemblante qu'il aimerait présenter d'ici la fin du congrès. Il faut continuer de créer et de démontrer les choses de façon tangible afin de convaincre les gens de la faisabilité de ce projet. Mais j'ai hâte de savoir si le nouveau prototype me ressemble. Je ne l'ai pas encore vu. J'estime que la technologie est suffisamment avancée pour qu'on cesse de parler de science-fiction. Le projet est réalisable et nous y sommes presque. Je veux donc vous remercier pour ces 2 magnifiques journées passées ensemble. Merci beaucoup. Le congrès est terminé, mais dans les faits, les événements ne se sont pas tous déroulés comme prévu. La tête commandée par Dimitri n'est pas celle qu'il souhaite montrer au monde entier. David, que se passe-t-il avec la tête? Eh bien, elle n'est pas terminée. Vous savez, ça prend parfois plus de temps pour créer quelque chose de vraiment remarquable. Nous voulons vraiment bien saisir l'âme de Dimitri. Quand sera-t-elle terminée? Demandez-le lui. C'est la grande question. Oui, en effet. Bientôt, Où j'espère. est-elle? Je vous dirais qu'elle n'existe pas encore. Je suis désolé pour les gens qui s'attendaient à la voir. Personnellement, ça ne m'inquiète pas. Quelle question vous poseriez-vous en 2045? Avec tout ce cirque médiatique qui l'entoure et visiblement déçu que l'Avatar ne soit pas encore prêt, Dimitri n'est plus vraiment en état de répondre aux questions des journalistes. Son projet et ses objectifs sont extrêmement précis, mais l'intrigante figure qui doit les illustrer demeure un mystère. Comment devient-on milliardaire? Nous trouverons peut-être la réponse en voyant Naveen évoluer à travers une journée typique. Je me lève entre 4h30 et 5h du matin. À 5h15, je réponds à mes courriels, je lis les nouvelles, je consulte les blogs pour connaître les opinions des gens. Les gens ne passent pas leur temps à dormir, certains travaillent. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, quelque part des gens travaillent. Vous êtes donc constamment bombardé de questions, de requêtes et de nouvelles. En me levant le matin, je m'occupe d'abord de mon esprit. Après ça, je m'entraîne. Je prends soin de mon corps. Ensuite, je médite avant d'aller travailler, ce qui est très bien pour mon âme. Les affaires, vous savez, c'est comme la guerre. Il faut être préparé minutieusement. Si vous n'avez pas discipliné votre esprit, votre corps et votre âme à cet effet, vous ne pourrez pas vous battre. Je travaille de longues heures tous les jours et rien ne peut remplacer ça. Quel que soit votre niveau d'intelligence, rien ne peut se substituer à de longues journées de travail. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut que vous soyez constamment au meilleur de votre forme. La seule façon d'y arriver, c'est de vous impliquer à 100%. Cette
voiture est celle que je conduis au travail tous les jours. La plupart des gens s'achètent une voiture et la laissent au garage. Ce n'est pas mon cas. La plupart des gens pensent que les entrepreneurs prennent beaucoup de risques. Est-ce vrai? Absolument pas. En fait, les entrepreneurs détestent les risques. Ne jouez la partie que si vous êtes certain de gagner. Gagner de l'argent, c'est une suite logique quand on fait quelque chose qui nous passionne vraiment. Ça ne doit jamais être le but au départ. C'est comme le sexe et l'orgasme. Il faut aimer s'y adonner sans s'inquiéter de l'aboutissement. Les gens qui ne se concentrent que sur l'orgasme ou le but ultime ne l'atteignent jamais. Quand on suit Naveen tout au long de sa journée de travail, il devient évident que ses grandes idées en attirent d'autres. Ses intérêts s'étendent bien au-delà du commerce électronique dans lequel il a fait fortune. Nous sommes en train de construire cet appareil ici même à Seattle. D'ici la fin de l'année, l'assemblage sera terminé et on pourra en faire l'essai. Et c'est pour 2 personnes? Oui, le pilote et vous-même. D'accord. On l'a baptisé la belle expérience. Pour Naveen, devenir milliardaire est un processus très simple. Vous savez comment on réussit? Il faut régler de gros problèmes. Pour devenir milliardaire, il faut résoudre un gros problème de 10 milliards de dollars. Comme il a déjà gagné ses milliards, Naveen veut maintenant changer le monde en mettant à contribution ses talents d'homme d'affaires. Concentrons-nous maintenant sur l'éducation, les services de santé, l'énergie, la pénurie d'eau, la famine. Je vais vous démontrer comment l'innovation et l'entrepreneuriat peuvent régler chacun de ces problèmes. Prenons l'éducation. Imaginez que vous utilisez une tablette électronique à 25 $ pour concevoir un type de jeu qui est plus efficace auprès des jeunes qu'un professeur particulier. Et ce jeu crée une plus grande dépendance que le jeu vidéo le plus addictif. Imaginez qu'un jour, un enfant demande à sa mère « Est-ce que je peux jouer aux mathématiques encore 1 heure ?» J'aime tellement ça. Naveen a le don de fasciner les gens qui l'écoutent. Il leur explique sa mission, qui consiste à résoudre les grands problèmes de l'humanité par des interventions sur Terre et dans l'espace. Supposez que vous mettiez au point un système d'intelligence artificielle qui permettrait à une jeune fille dans un village d'établir des diagnostics alors qu'il n'y a pas de soins de santé, pas d'hôpitaux, pas de médecins. Ce sont là de grandes idées qui pourraient générer de gros profits, mais certaines semblent pour le moins tirées par les cheveux. Si on apportait sur la Lune une imprimante 3D, on pourrait isoler l'ADN d'une bactérie ou d'un virus, le répliquer sur la Lune et le laisser là. On pourrait observer son évolution. Certaines de ces idées sont un peu farfelues, Naveen. Les gens doivent penser que vous êtes fou. Vous savez, les gens pensent que c'est farfelu parce qu'ils ignorent que tout cela existe déjà. Certaines idées qui tenaient de la science-fiction sont en train de devenir réalité. L'enthousiasme inébranlable de Naveen, son éthique de travail et sa formidable confiance en lui-même sont des qualités qui peuvent aider un individu à devenir milliardaire. Étrangement, elles se sont développées au cours d'une enfance assez... Michael et Sochi habitent un quartier de San Francisco qui surplombe la baie et qu'on surnomme Billionaires Row. Leur vie était pourtant bien différente avant qu'ils ne vendent leur service de réseautage social pour 850 millions de dollars. Je me sentais déjà vieille à 18 ans quand j'ai connu Michael. Il en avait 19. Oui, 19 ans. On travaillait ensemble tous les deux pour une compagnie d'assurance. Des emplois de salariés. Mais j'avais en tête de faire quelque chose sur Internet. Et ça s'est passé au moment où on a eu notre premier enfant. On a donc quitté nos emplois en même temps. Il travaillait de la maison. Il créait plusieurs sites Internet les uns après les autres. Après la naissance du bébé, j'avais l'intention de retourner travailler à l'extérieur pour subvenir aux besoins de la famille. Mais pendant que j'étais en congé de maternité, je lui donnais un coup de main car j'étais également programmeuse à l'époque. Je l'aidais au niveau du développement des sites. On a commencé à travailler ensemble, pas nécessairement par choix, mais parce que les circonstances nous y obligeaient. Avec le recul, je me demande encore comment on a fait pour vivre pratiquement sans argent durant 3 ans, avec 2 enfants. Le plus difficile pour Sochi, ça a été de demander à sa mère de payer l'épicerie à un certain moment. Absolument. J'ai trouvé ça extrêmement humiliant. On l'a remboursé depuis, évidemment. J'éprouve constamment le besoin d'être productif.
Pas nécessairement au niveau de la société, mais sur le plan strictement personnel. Si je n'éprouve pas une certaine satisfaction dans ce que je fais, je m'ennuie très rapidement. Lorsqu'il a constaté que Bibo perdait des millions sous la gouverne de AOL, Michael ne s'est pas contenté de profiter de sa richesse comme nous l'aurions fait nous-mêmes. Il a décidé de créer un projet de remplacement. Bienvenue chez Monkey Inferno. C'est un laboratoire créatif que nous avons fondé après avoir vendu Bibo et où nous employons une vingtaine de personnes. C'est une entreprise qui nous permet à Sochi et moi de poursuivre ce que nous faisions avant de créer Bibo, c'est-à-dire de nous consacrer au développement de différentes idées. Je ne viens pas ici uniquement pour prendre un verre, mais j'avoue que ça aide beaucoup. Tous les vendredis, vers 16h, nous organisons une dégustation de vin. Tout le monde cesse de travailler. Nous nous rendons au bar qui est situé dans notre immeuble. Nous avons parfois des conférenciers qui viennent nous parler, mais très souvent, nous discutons simplement entre nous des projets courants et de ce qui nous distingue vraiment chez Monkey Inferno des autres entreprises. Yet the bumblebee flies because the bumblebee does not know that it can't fly. Nous nous efforçons de créer un environnement où les gens ont vraiment envie de venir travailler. Ici, on peut boire et on peut manger gratuitement, et nous avons un service de traiteur tous les midis. Chaque projet réussi chez Monkey Inferno génère des bénéfices pour chacun des employés, même pour ceux qui ne sont pas directement impliqués dans le projet en question. Vous avez donc intérêt, quand vous travaillez ici, à vous entraider les uns les autres, car vous allez tous retirer des bénéfices égaux du succès de l'entreprise. Michael estime que son but principal n'est pas d'augmenter davantage sa fortune, mais cela ne l'a pas empêché d'investir dans plus d'une 50aine de compagnies dans les domaines des technologies de pointe, des œuvres caritatives et des entreprises traditionnelles. L'a-t-il fait pour se tenir occupé ou pour compenser le vide que la vente de Bibo a créé dans son existence? Naveen est père de 3 enfants et dirige 4 compagnies en plus de son programme spatial. Sa progéniture va-t-elle suivre sa trace? Quand il était très jeune, mon fils aîné m'a dit un jour, « Tu sais, papa, je vais gagner encore plus d'argent que toi. » Je lui ai répondu, « Je suis surpris que tu penses au succès de cette manière. Le succès ne se mesure pas en proportion de l'argent que tu vas gagner, mais au nombre d'êtres humains dont les vies seront améliorées par ta contribution. » Et j'ai ajouté, « Si tu veux réussir encore plus que moi, améliore davantage la condition humaine que je ne le ferai moi-même durant ma propre vie. C'est ce qui va me rendre le plus fier de toi. » Il a répondu, « Comme tu veux, papa. » J'avais 6 ans lorsque mon père a fondé sa première compagnie. À 7 ans, il m'emmenait partout avec lui. Puis quand j'ai eu 10 ou 11 ans, il lui arrivait à l'occasion de m'obliger à monter sur scène avec lui, au beau milieu d'une conférence, et de me dire « Viens nous dire un peu ce que tu penses ». Et je n'avais vraiment pas le choix, je devais y aller et exposer mon point de vue. Ça a été une initiation assez intense. À 16 ans, il me téléphone et me dit, « Papa, plusieurs de mes amis étudient à Harvard, au MIT et à Princeton. Si j'arrivais à convaincre les grands mentors auxquels tu m'as confié d'aider aussi ces jeunes-là, et si j'arrivais à faire la même chose un peu partout à travers le monde, je pourrais améliorer la vie d'un plus grand nombre de personnes que toi. Est-ce que tu serais fier de moi? » J'ai répondu, « Bien sûr. Et vous savez, c'est à ce moment qu'il a fondé la société Kairos pour les jeunes entrepreneurs. Et c'est aujourd'hui la plus importante du genre au monde. » Les Américains doivent réinventer leur système économique. Il faut concentrer nos efforts sur les jeunes entrepreneurs. Comment pouvons-nous être des pionniers et faire avancer le monde? Les enfants de Naveen semblent prédestinés au succès grâce aux conseils de leur père. Neil, le second fils de 16 ans, est le plus jeune étudiant à fréquenter la Singularity University de Silicon Valley. L'entrepreneuriat, c'est un mode de vie qu'on ne peut ignorer. Priyanka, sa fille de 19 ans, fréquente l'université Stanford de Californie et se démarque dans ses études en gestion philanthropique. J'ai passé les 18 premières années de ma vie à tenir pour acquis tout ce que la vie m'avait donné. Une famille formidable, de bons parents, des mentors, des études, une bonne santé. Des choses que des millions de filles à travers le monde n'ont pas. Ce ne sont pas mes réussites personnelles qui détermineront mon succès à long terme, mais plutôt les réalisations de mes enfants. Les fils de Naveen sont venus de Californie pour partager avec leur père un rare moment de détente. Et voilà ma vedette rock là-bas, au téléphone. Être entrepreneur, c'est un emploi à temps plein.
7 jours sur 7. On y va? J'adore faire de la vitesse à bord d'un bateau rapide. Ça permet d'évacuer le stress. Lorsque Naveen et ses fils discutent, ils abordent généralement les questions d'affaires et les différentes manières dont ils pourraient changer le monde. On parle continuellement d'affaires. Ankur me parle des miennes et je lui parle des siennes. Quand on règle des problèmes, on fait le bien dans le monde. En réglant les problèmes et en faisant le bien, on gagne des tonnes d'argent. Si vous réglez un problème qui affecte 1 milliard de personnes et que celles-ci vous donnent chacune $1, vous gagnez 1 milliard. On peut affirmer que les fils tiennent décidément de leur père, mais cette notion d'entrepreneuriat est-elle innée ou faut-il l'attribuer à leur éducation? On peut sans doute trouver une réponse en fouillant le passé de Naveen. J'ai grandi en Inde et nous étions très pauvres. Mais il n'y avait pas de raison de l'être, car mon père avait une très bonne situation au gouvernement en tant qu'ingénieur civil. Il était responsable de la construction d'immeubles gouvernementaux. La société en Inde est extrêmement corrompue, et mon père, dans sa sagesse, voulait vivre en toute honnêteté. Il refusait systématiquement les pots de vin. Devinez ce qui est arrivé. Le gouvernement ne congédie pas les gens. Mon père était transféré de ministère. Tous les 6 ou 9 mois, on transfère le salaud qui n'accepte pas les pots de vin et on le remplace par quelqu'un qui les accepte. On nous envoyait dans les régions les plus rurales du pays et nous allions à l'école dans des endroits où il n'y avait ni pupitre, ni chaise, ni tableau noir. On s'assoyait sur le plancher et on écrivait par terre. Malgré tout, ma sœur a réussi à faire un post-doctorat en mathématiques appliquées. Mon frère a obtenu un doctorat en informatique et un second doctorat en statistique. Je suis le moins instruit de la famille. J'ai un diplôme d'ingénieur du MIT et un MBA. C'est de ce genre de valeurs que je me suis préoccupé toute ma vie. En me rappelant mes origines modestes et en étant reconnaissant de ce que j'avais accompli. Au congrès 2045 qui a eu lieu à New York, Dimitri s'est fait très discret. Nous avons mis plus de 2 mois à le convaincre de nous rencontrer à nouveau. Nous nous sommes retrouvés à Dallas. Son implication dans le projet Avatar est toujours évidente, mais serait-il en train de réduire sa vie à d'incessants voyages et à la solitude des chambres d'hôtel? Je ne souffre jamais de solitude. Que je sois chez moi ou à l'hôtel, je suis habitué de vivre seul. Je ne cherche pas à partager cette vie avec qui que ce soit. Au contraire, j'aime être seul. Ça me permet de faire le point sur ma vie, de mettre de l'ordre dans mes idées et de penser à mon évolution personnelle. La chambre d'hôtel est un refuge. Je n'aurai pas vraiment de temps à consacrer à des enfants, ni à une femme non plus. Et c'est bien dommage, mais je pense que c'est mon destin. Avant que Dimitri ne consacre sa vie à la recherche de l'immortalité, il a fait fortune à Moscou dans le domaine de l'information en ligne et est devenu un magnat des médias. Bien sûr, il y a eu une période au début où l'argent était ma grande motivation. Je me suis aperçu qu'il y avait des limites à cette frénésie et j'ai décidé de m'arrêter pour explorer d'autres avenues. On peut passer toute sa vie à gagner toujours plus d'argent, mais que reste-t-il en fin de compte? J'étais dans une sorte de cul-de-sac et il n'y avait plus de véritable intérêt. Je me suis mis à chercher quelque chose qui soit plus significatif pour moi. Quelque chose qui se décrit mal avec des mots, mais qui me permettrait vraiment de combler mes besoins. Et cette recherche de soi, je pense qu'on ne peut pas la réussir quand on a une famille, de nombreux passe-temps, des responsabilités d'affaires. C'est la seule façon d'arriver à se connaître. Il nous salue en passant. L'immortalité comme telle, ce n'est pas ça le but. Mais ce serait très intéressant de pouvoir vivre plus longtemps et d'explorer à fond le monde extérieur et notre propre univers intérieur. Si on arrive à pouvoir se détacher de notre corps, de ce corps physique que nous avons toujours considéré comme la partie intrinsèque et essentielle de notre être,
C'est à ce moment qu'émerge la véritable connaissance de soi. Cette question est la plus grande préoccupation de ma vie. Dimitri est venu à Dallas pour passer quelques jours avec David Hansen, concepteur en robotique. Hansen espère enfin mettre au point un avatar dont Dimitri sera fier de faire la démonstration. Ce doit être étrange de se contempler ainsi soi-même. Non, pas du tout. C'est la première fois que je fais le portrait d'un sujet vivant pour un robot. Habituellement, je fais des portraits de personnes décédées. Comme Albert Einstein et Philippe K. Dick. Le principe du projet Avatar est de créer une solution de rechange au corps humain. La tête n'est que la première étape. Je veux démontrer que l'essence de ma personne peut se retrouver dans un robot. À propos de cette tête, pour quelle raison voulez-vous reproduire votre propre image? Vous savez, c'est toujours plus facile de faire des expériences avec soi-même. Comme je dois me déplacer beaucoup pour promouvoir cette idée de l'avatar et le principe d'une évolution de l'être humain, je pense que c'est encore plus convaincant si l'avatar en question me ressemble vraiment en tout point. Le but ultime de Dimitri est de vivre sa vie en tant qu'hologramme. Mais entre-temps, il peut aussi mettre à profit ses principes de façon encore plus pratique. Regardez. Si on applique cette idée aux personnes handicapées, un quadriplégique, par exemple, imaginez qu'il puisse contrôler ce robot à l'allure humaine. Je pense que ça va donner du sens à la possibilité de migrer éventuellement dans d'autres corps. À partir de la puce invasive, on peut dès maintenant effectuer un transfert de sentiments, de mouvements, et même des sens de la vision et de l'ouïe. Il faudra encore 5 ans. 5 ans de travail et d'études pour intégrer tout ça. Mais tout est là, cette technologie existe. Le fait d'être milliardaire a sans aucun doute permis à Dimitri d'aller de l'avant avec son rêve. Et ce sont peut-être sa naïveté et sa persévérance qui ont fait de lui un milliardaire. Quoi qu'il en soit, il ne se laisse pas abattre par les défis colossaux qu'il doit vaincre pour atteindre son objectif. Je suis très critiqué, vous savez, et mes idées le sont aussi. Au départ, les gens sont réticents, ils refusent de se renseigner, ils ne prennent pas la peine de lire en détail sur le sujet, ils se contentent de critiquer. Je réagis très bien à tout ça. Ça fait partie de ma démarche, de mon envie de les convaincre. Je suis quand même heureux d'avoir pu retenir leur attention. Et malgré toutes les critiques, ils vont éventuellement avoir envie de s'informer, de se renseigner, et ils vont découvrir des aspects qui les concernent. En dépit des mauvais commentaires et des réflexions négatives, j'arriverai à livrer ces avatars qui vont leur être utiles, et ils finiront par me dire « Merci, nous avions tort ». On pourrait penser que ce sont leurs fortunes personnelles qui définissent les milliardaires, mais ils objecteraient sans doute que leur richesse est un sous-produit des grandes idées. Ils ont à cœur de vivre leurs rêves. Plus les rêves sont fous,